Face aux gaz lacrymogènes, aux matraquages et aux balles, une nouvelle phase de la révolution des droits humains a vu le jour en 2010. De plus en plus de personnes se sont levées à travers le monde pour dire que ça suffit. Nous manifestons parce que les droits humains sont complètement foulés aux pieds et que la torture est endémique. Au moins un quart de la population est sans emploi. Ces gens n'ont aucune perspective d'avenir et ont l'impression que personne ne les écoute. Ils n'ont pas de voix. Des musulmans, des chrétiens, des jeunes, des vieux, toutes les configurations de la population égyptienne sont là, sur cette place, et nous continuerons à manifester. Du côté des autorités, ils sont nombreux à avoir réagi en tentant d'étouffer la liberté d'expression et de réprimer les manifestations. Les manifestants se sont organisés autrement, mais certains gouvernements répressifs, bien décidés à conserver leur mainmise sur le pouvoir, ont bloqué les flux d'informations et imposé des restrictions à Internet. Certains ont même ordonné la fermeture des réseaux de téléphones mobiles. Je pense que la jeunesse azerbaïdjanaise a le droit de manifester, et si elle souhaite manifester, elle devrait pouvoir le faire. Que ce soit sur Internet ou en vrai, par SMS ou dans la rue, elle a le droit de le faire. Dans le monde occidental, beaucoup ont été surpris par ces manifestations. Pendant des années, ils ont fermé les yeux et ils ont vendu des armes à des régimes répressifs ayant des bilans médiocres en matière de droits humains. Mais même dans les pays où les manifestants ont réussi à obtenir des changements, le risque existe que les nouveaux dirigeants tentent de revenir aux anciennes méthodes. Il faut s'assurer maintenant que les lois d'exception et de nombreuses autres lois répressives soient abrogées. Il faut une restructuration complète de l'appareil de sécurité. Dans beaucoup de ces pays, cela représente vraiment un très gros problème pour la population. Il y a aussi tous les changements à long terme. Il faut un système judiciaire indépendant, une presse libre, un enseignement des droits humains. Et il faut donner aux gens les moyens d'agir. 2010 a mis sur le devant de la scène des personnes qui apparaissent comme de véritables modèles et qui ont montré ce qu'on peut obtenir avec du courage face à la répression. Aung San Suu Kyi a été la bête noire des détenteurs du pouvoir au Myanmar. Sa résidence surveillée a pris fin en 2010. Elle a de nouveau pu parler publiquement de ses espoirs pour l'avenir. Ces mêmes opinions qui avaient motivé sa détention et pour lesquelles elle a reçu le prix Nobel de la paix. Jusqu'ici, j'ai été libre de faire tout ce que je veux. Enfin, je n'ai pas encore tenté de sortir de Rangoon parce que j'en ai pas eu le temps. Mais j'aimerais insister sur le fait que j'ai été libérée parce que j'avais purgé la totalité de ma peine. Il ne s'agit pas d'une amnistie ou quoi que ce soit de ce genre. Après Aung San Suu Kyi, c'était au tour du Chinois Liu Xiaobo de se voir décerner le prix Nobel en 2010. Mais il n'a pas pu se rendre à Oslo pour le recevoir. Il était emprisonné en raison de ses appels à une plus grande liberté d'expression en Chine. Et pour la première fois en plus de 60 ans, le prix n'a pas pu être remis au lauréat. À cause de toutes ces manifestations dans la rue, des millions de personnes ont fui la répression et la corruption à la recherche d'une vie meilleure pour elles-mêmes et leurs familles. À tout moment, un nombre incalculable de personnes, plusieurs millions, cherchent refuge à l'étranger pour fuir les difficultés auxquelles elles sont confrontées dans leur pays. La vérité, c'est que le plus souvent, elles ne sont pas les bienvenues et survivent entassées dans des conditions inhumaines ou meurent en chemin. Celles qui sont parties il y a plusieurs générations sont toujours victimes de discrimination et privées de leurs droits fondamentaux. En Europe, il y a plus de 10 millions de Roms, parfois appelés gitans, qui sont toujours dans leur grande majorité marginalisés, exclus des sociétés où ils se sont établis, sans voix et sans les éléments essentiels qui leur permettraient de sortir de la pauvreté. Ils disent que nous sommes tous égaux aux yeux de la loi, mais c'est faux. Et s'ils ne veulent pas nous aider ou nous donner quelque chose, ils devraient juste nous mettre dans un coin et nous fusiller, et ainsi nous épargner ces souffrances. En Haïti, le séisme de 2010 a fait plus de 200 000 morts et 2 millions de sans-abri. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde après des années de corruption et de répression. En Côte d'Ivoire, les violences ont fait d'innombrables morts et la communauté internationale n'a rien pu ou n'a rien voulu faire. Mon papa est dans sa maison, il ne pouvait pas se lever, il est vieux. Et voilà, je suis cachée là, j'ai entendu les cris du vieux. Ne me tuez pas, mes enfants, j'ai fait quoi? Je suis trop vieux, ne me tuez pas.
Pour Amnesty International, nous sommes à un tournant de l'histoire de l'humanité. Partout dans le monde, les gens veulent que les choses changent. Ils exigent que les dirigeants leur garantissent les droits humains fondamentaux, tels que la liberté d'expression, et qu'ils les libèrent de la terreur et de la misère. Dans cette 50e année qui est la sienne, l'organisation croit qu'un changement est possible. Des centaines de millions de gens le réclament, et aussi que grâce aux médias sociaux, il est plus possible que jamais. Mais rien n'est encore certain. Plus tard, on considérera 2010 soit comme l'année où un profond changement aura vraiment commencé, soit comme celle d'une aube illusoire. Qu'aurait-on pu souhaiter de mieux pour nos 50 ans? Des gens qui se rassemblent pour combattre l'oppression, c'est l'essence même de notre action. Nous sommes véritablement inspirés par ce qui s'est passé. Et cette année, nous allons consacrer toute notre énergie à renforcer et à accroître ce mouvement en faveur des droits humains partout dans le monde.